Bienvenue sur la ferme des Hauts-Roseaux. Donc on est à Pas-de-Cé, nord-est de la Loire-Atlantique. J'ai la chance d'être accueilli par David, co-gérant de la ferme, qui est donc sur l'approche MSV depuis 2013. Déjà, merci pour l'accueil. David, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, expliquer dans quel contexte on se trouve? Donc moi je suis originaire de Saint-James-sur-Loire, à côté d'Angers là. Donc toute ma famille était dans la floriculture. Donc moi j'ai suivi la floriculture. Donc on s'est rencontré avec Irène en apprentissage floriculture. Et donc sa mère nous a proposé de reprendre l'exploitation. Ils avaient une petite partie maraîchage et une petite partie volaille là, et ils faisaient les marchés quoi. Et donc nous on a démarré comme ça. Donc au début, on a fait comme tout le monde. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, mon père était champion de concours de labour, donc on faisait des concours de labour là. Entre 10 et 15 ans, là, j'étais dans les concours de labour. J'ai connu que ça, quoi. Après, je suis arrivé ici, tout le monde labourait, donc j'ai fait comme tout le monde, quoi. Et en fait, donc je me suis jamais posé la question, quoi. Sachant que c'était en bio ici. Et c'était en bio ici depuis 87 quoi. Donc voilà, quand même il y avait. Installé notre station en 96, donc il y avait déjà 9 ans. Voilà, il y avait déjà 9 ans et donc voilà, ça faisait à peu près une dizaine d'années sans molécules chimiques. Donc ça, et après donc on a démarré sur une terre, sur une jachère de 10 ans. Ça n'a pas été simple parce qu'au niveau technique on n'était pas forcément équipé non plus. Et puis on n'avait pas les compétences non plus au début. Quand on débute, c'est pas simple. Donc voilà. Il y a beaucoup de compétences à acquérir. Ah ouais. Et c'était différent des fleurs quoi en plus quoi. Donc voilà, et donc on a démarré quand même. Et puis en plus on m'avait dit, moi en légumes, il faut travailler plus qu'en céréales. Et donc là j'y allais quoi. J'ai travaillé le sol et de 5 années en 5 années, on a toujours acheté des matériels qui était plus performant et on a fini avec l'enfouisseur de cailloux. Alors là c'était magique au début, là on voyait, on avait l'impression d'être chez les maraîchers nantais parce que ici on a un peu l'image des maraîchers nantais avec des planches super belles, et donc c'est ce qu'on voulait reproduire ici quoi. Et donc on repassait, et donc voilà. Et ce qui s'est passé au bout de 15 ans, entre temps on s'est associés, ça s'est pas très bien passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les revenus n'étaient plus là, quoi. On s'est aperçu que chute de rendement, beaucoup de maladies, les légumes ne se conservaient pas l'hiver. Et donc voilà, et donc ça fonctionnait plus, quoi. Et moi, je suis tombé sur un article là, des 4 saisons sur la permaculture. Donc il citait Dominique Soltner, Masanobu Fukuoka et puis plein d'autres quoi. Et là j'ai lu La révolution d'un sol brin de paille. Et là je me suis pris une claque phénoménale et je me dis mais c'est ça qu'il faut faire. C'est l'agriculture du non-agir, écouter la nature, essayer de l'accompagner au lieu de vouloir la maîtriser. Et là aujourd'hui c'est la nuit et le jour quoi. Alors à l'époque, après c'était en 2010 ça... Donc 2010, on a découvert la permaculture. 2013, on fait le choix de ne plus mettre les tracteurs dans les tunnels. Donc là, on a voulu partir un petit peu à la méthode Fukuoka avec la paille et tout. Et ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe parce qu'il y avait plein d'herbes qui poussaient dans la paille, plein de céréales. On a passé des étés à désherber. Enfin, ça n'a pas été concluant. Et donc avant on marchait en toile tissée, donc j'ai voulu arrêter, bêtise totale. Et donc là, après on a retourné en toile tissée et là ça a été beaucoup plus concluant. Ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a pris la méthode Soltner, c'est-à-dire qu'on a mis du compost sur le sol. On a mis une couche de entre 3 et 5 cm et on a démarré là-dessus. Alors c'est vrai que les premières années, on a pris ça, le compost là en déchetterie, là, à Mésanger, là, à côté de chez nous. Mais par contre, il y avait plein de plastique. Il y avait plein de plastique, des Playmobil, enfin plein de choses, quoi. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. On passait autant de temps à enlever les plastiques, donc c'était pas cohérent, quoi. Donc on s'est dit, on arrête, on le met une fois, et après, on va essayer de... justement, nous, on laisse tout le végétal dans les tunnels. C'est-à-dire qu'on n'exporte rien. Tous les déchets de culture sont... Tous les déchets sont soit sur la plante suivant la culture, soit dans les passe-pieds, quoi. Et je me suis dit, et après, ce qui se passe, c'est que donc, le compost, en fait, il est fait dans les passe-pieds, quoi. Et à un moment donné, on décaisse les passe-pieds
Et on essaye de faire des petites retenues d'eau à peu près tous les 1,50 m, 2 mètres, de manière à ce que quand on arrose, l'eau ne suive pas la plante directement, elle soit retenue. On fait des micro-digues. Voilà, c'est des micro-digues là, mises en quinconce sur la planche pour. Okay. Et je pensais que le fait de faire ça allait suffire pour l'autofertilité du sol. Et là, plantage total, ça ne marche pas, quoi. Et donc là, il y a 2-3 ans, on est retombé sur des chutes de rendement, enfin voilà, c'était... Ça, c'est quand même un grand défi au niveau du maraîchage, c'est qu'on exporte énormément. Voilà. C'est beaucoup plus que sur la plupart des autres cultures végétales. Et donc, voilà. L'idéal, c'est tout ce qui est préconisé, c'est 50% d'engrais verts, 50% de légumes, quoi. Et on commence à faire des essais sur des engrais verts, et, donc avec moins de compost d'ailleurs. Et il y a des résultats intéressants, quoi. Mais je pense que voilà. Après, il y aura d'autres grandes pistes. Enfin, l'utilisation du BRF avec toutes les haies bocagères pour ramener ça au sol. Ouais. C'est pas si. Mais alors très difficile concrètement à mettre en place. Ça serait les toilettes sèches des clients qui reviendraient ici. Ouais. Alors là, c'est pareil. On n'y est pas. Ça viendra sûrement un jour, hein. Mais pour l'instant, non, c'est pas. Quand il n'y aura plus de phosphate dans les mines et tout, là, peut-être qu'on se posera les bonnes questions. On verra. Voici une photo satellite de la ferme pour que vous puissiez donc vous situer. Alors, en quelques mots, nous avons l'habitat, là, donc du couple qui tient là la ferme, qui est situé ici. Ils ont un jardin familial juste autour. On a une partie potagère ici. La grande serre pour les semis qui se trouve juste là, ce qui est plutôt pratique, hein, effectivement, puisque c'est un endroit auquel on va très régulièrement, plusieurs fois par jour, donc c'est assez logique dans la démarche de design de le positionner vraiment très près de l'habitat. On a un grand étang qui se trouve ici et qui est une ressource en eau précieuse, ainsi qu'une grande réserve de biodiversité. Comme vous voyez, c'est très planté autour, donc c'est un espace après qui est mis en commun avec d'autres agriculteurs. Et en haut, ici, vous avez la grange, alors qui sert bien sûr à la fois au stockage des outils, mais aussi des productions dans 2 chambres froides. Ici, on a une route départementale qui traverse, et de l'autre côté de la route, nous avons le plus gros du site de production. Alors, on est sur une configuration un peu particulière, puisque au centre, eh bien, les parties qu'on voit ici, là je les entoure avec la flèche, eh bien, ne font pas partie de la ferme, ils font partie d'une autre ferme qui sont traitées dans une autre structure, un autre GAEC. Et sur ce lieu est réalisé de l'élevage de poulets et de pintades. Voilà. Donc la partie qu'utilise David, lui, pour son activité de maraîchage, eh bien, elle se trouve ici dans toute la partie que je suis en train d'entourer avec la flèche. Donc configuration spatiale un peu particulière. On a un bon hectare cultivé avec la moitié qui va se trouver sous serre. Alors, concernant les serres, justement, on peut distinguer les serres multichapelles. Là, on a la plus grande sur laquelle on a commencé la vidéo. Après, on a une plus petite, on va aussi y aller par la suite, et une autre ici. Et puis, on a d'autres serres qui sont cette fois-ci des serres tunnels, qu'on voit ici, là, dans la partie sud-est. Voilà, le tout est assez bien structuré avec un maillage bocager, donc on pourrait bien sûr encore plus densifier, ça fait partie des discussions aujourd'hui sur la ferme, et on a des parties de culture en plein champ, ici et ainsi que là. Ouais, donc la ferme, c'est la ferme des Hauts-Roseaux. En fait, il y a 2 structures juridiques dessus, il y a 2 GAEC, il y a un GAEC volaille, un GAEC légumes. Le GAEC volaille a à peu près une 60aine d'hectares, et nous en légumes on a 2-3 hectares à peu près, quoi. Et en fait, donc nous on fait des AMAP, on livre les volailles des gars sur nos AMAP, et en contrepartie les gars de la volaille vendent nos légumes sur leur marché, quoi. Et en fait après on mutualise le prix des camions, le prix des marchés, on mutualise les charges à la commercialisation. Voilà. On se retrouve sur la vente. Tu as 2 AMAP, les marchés et un magasin de producteurs. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Ok. Donc toi, ton expérience AMAP, ça a démarré quand? Donc on a démarré il y a une douzaine d'années. Ouais. La première AMAP, l'AMAP de Nantes, et après l'AMAP d'Anceny, elle a à peu près une dizaine d'années.
On a démarré comme d'habitude, comme tout le monde là. Donc il y avait un maraîcher là qui a démarré les AMAP, il avait fait trois paniers différents de légumes. Donc nous on a démarré comme ça. Et on s'est aperçu que c'était très très compliqué de faire 3 paniers de légumes en fonction des prix de vente. Parce qu'en fait un jour on s'est aperçu que dans le petit panier il n'y avait pas de fraises quoi. Et là mais c'est affreux. Quand tu vois le regard des enfants qui disent moi mes parents ils ont un petit panier, ils n'ont pas de fraises, je dis c'est pas possible, il y a un problème quoi. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un panier. On a un panier qui peut diviser en deux, c'est-à-dire que les gens ils peuvent prendre un panier ou un demi-panier suivant leur choix quoi. Et le panier, ce même panier, il a 3 prix différents, 20, 22, 24. Et en fait les gens c'est en fonction de leurs revenus, soit ils choisissent 20, soit ils choisissent 20 ou 22 ou 24 quoi. Voilà, et les gens, ils s'autorégulent, c'est eux qui font leur choix. Quoi. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir amener de l'accessibilité financière. Voilà, c'était qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait un besoin d'augmenter nos prix de panier. Et donc, on en avait discuté aux Amapiens. Et c'est vrai qu'à l'époque, toujours maintenant, mais il y a des étudiants, des gens qui sont plus ou moins en difficulté. Et ils m'ont dit, mais moi, si tu augmentes, j'arrête la MAP, quoi. Donc au final, si tu augmentes tout le temps, tu vas te retrouver avec des gens qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas d'argent, ils ne pourront pas aller à la MAP. Et là, je trouve pas ça réglo, quoi. Donc en faisant ce système de... Mais on a un copain là en Mayenne, il a carrément 5 prix différents, quoi. 5 prix différents. C'est exponentiel, hein, et donc comme ça, donc on n'a pas fait d'augmentation franche, mais l'augmentation du panier a eu lieu, quoi. Les gens ont joué le jeu, quoi. Les 2 AMAP, on va dire que c'est le moteur économique quand même. Ouais. Nous, on a démarré que sur les marchés. Okay. Avant, on avait un marché de Talensac le samedi. Donc, on a arrêté le marché de Talensac pour aller aux AMAP. Mais les gars ont gardé leur marché. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était pas simple. Le marché, c'est pas simple, quoi. Parce qu'en fait, tous les marchés, tous les maraîchers ont les légumes en même temps. Et tout le monde... voilà, tout le monde. Sachant que nous, on avait une terre argilo-limoneuse. C'est-à-dire qu'une terre, logiquement, à l'automne, au printemps, qui est froide. Et donc, qui met beaucoup plus de temps à se réchauffer. Et on avait toujours 15 jours, 3 semaines de retard par rapport aux autres. Donc, on arrivait toujours après la bataille. Enfin, c'était pas simple, quoi. Et du jour au lendemain, on a eu nos AMAP. Et là, ça nous a permis de pouvoir faire des investissements, acheter des tunnels, faire une chambre froide. Et à l'occasion aussi avoir un salaire, c'est pas mal, c'est pas mal. Le salaire c'est pas mal, ça aide pas mal. Et donc voilà. Et là aujourd'hui, si on va plus loin avec la permaculture, je pense qu'on est encore plus rapide qu'avant, quoi. En efficacité et aussi en termes de réchauffement du sol. C'est-à-dire que je pense que vu que le sol il est beaucoup plus aéré, il se refroidit beaucoup moins l'hiver. Et puis là, même après une pluie, on peut planter... Un sol qui est bien poreux, ça permet vite déjà qu'il reprenne en masse pendant l'hiver. Voilà. Alors ça c'est un peu technique comme point, mais c'est justement le fait qu'il soit très poreux, c'est qu'il y ait beaucoup d'oxygène dans le sol, voilà. Qui permet qu'on ait une plus forte minéralisation des matières organiques. Voilà, et l'air est isolant aussi, quoi. C'est un isolant. Donc, que si une terre elle est compactée et elle se refroidit, elle va mettre beaucoup plus de temps à se réchauffer si elle est aérée, quoi. Déjà, elle va moins se refroidir étant aérée et elle va se réchauffer plus vite. Oui, d'ailleurs, il y a toujours une discussion, j'entends, c'est... alors, est-ce que tu fais une couverture du sol en début de printemps? Parce que là, il y a 2 tenants, il y a ceux qui vont rester toujours en couverture, ceux qui vont enlever la couverture en début de printemps pour lancer les cultures, ça se réchauffe vite. Mais l'idéal, oui, bien sûr. Hein. L'idéal, c'est un couvert l'été, quoi. Justement, c'est toujours pareil, avoir 50% d'engrais verts, 50% de culture, et puis consacrer une bonne partie là, pour faire l'engrais vert, quoi. L'été, nous, on a du mal. On a du mal. Après, c'est vrai que nous, les terres, on les a usées pendant une quinzaine d'années et on a du mal à faire émerger les engrais verts. La végétation spontanée est là, donc... Ce qu'il faut, c'est que le sol soit couvert. Donc pour l'instant, on réussit mieux la végétation spontanée que les engrais verts, mais j'ai espoir pour y arriver, quoi. Par contre, l'hiver, là, bientôt, on va semer des légumineuses, des céréales là, pour. On va illustrer là tous ces. On va aller voir. Fertilité de rotation au fur et à mesure qu'on visite. Voilà. Pour bien préciser, donc au niveau global et économique,
combien de chiffre d'affaires et on pourrait dire en rythme de combien et en rythme de croisière, on est sur quel niveau de salaire? D'accord. Donc on est donc sur 2 hectares. En moyenne sur l'année, on va avoir 3 UTH et demi. C'est-à-dire que donc, tout l'hiver, on est à 2 avec Irène et plus un permanent. Ouais, UTH et donc ouais, temps humain, c'est l'équivalent d'une personne travaillant à temps plein. Voilà, voilà, ouais. Et après, on a un mi-temps été-automne. Ouais. Fin de printemps, début automne, quoi. À peu près 6 mois pour l'été, pour le stockage et les récoltes d'été, quoi. En termes de chiffre d'affaires, on est à 135 000 euros. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'investissements là sur les tunnels. On a acheté du matériel là qui nous sert pas aujourd'hui, qu'il faut qu'on revende, mais enfin voilà quoi. En fait, tout ça c'est mis en place progressivement. Hein, voilà. Pas mis en bloc. Hein. Voilà quoi. Ouais. Et en termes de salaire, donc c'est pas simple, mais bon, on est à peu près à 1 000 euros chacun avec Irène par mois, quoi. Ouais, après, ça a mis quelques années, j'imagine. Il y a des hauts et des bas, mais là, je pense que bon, ça fait 25 ans que je dis ça, mais je pense que ça va aller mieux. Il y en a qui vont me reconnaître, ça fait 25 ans que je dis la même chose, mais je suis optimiste. Sur la ferme, comme beaucoup d'autres fermes en MSV du reste, sont beaucoup utilisées des bâches tissées, qui sont constituées de polyéthylène, donc de plastique en clair. Et ça, je sais bien que c'est très polémique et que ça fait bondir beaucoup d'internautes. Sur le sujet, je ne vais pas développer, mais je peux vous renvoyer sur la vidéo qu'a fait à ce sujet donc la ferme de Cagnols, qui est également MSV et dont je partage le point de vue, tout comme David. Le lien, bien sûr, est en dessous de la vidéo. Voilà maintenant au plein milieu de la serre multichapelle, c'est ce qu'on appelle ces grandes serres avec ces arceaux, hein, on voit, et reliées par ces chenaux qui permettent de récupérer les eaux pluviales. Alors, comment tout ça... Et en fait, avant, justement, quand on travaillait le sol sous les chéneaux, vu qu'on travaillait le sol, on ne pouvait pas passer le motoculteur sur les côtés, enfin c'était compliqué avec les poteaux, quoi, et donc on perdait de la place, quoi. Et donc, depuis qu'on a démarré le non-travail du sol, donc on met du compost au niveau du chéneau, de la tôle tissée, et on peut justement produire des légumes dans cet espace-là, quoi. Avant qui était perdu, donc c'est quand même important l'hiver, quoi. La surface couverte, elle est hyper importante, quoi. Et donc là, suivant les saisons, on enchaîne les cultures, beaucoup plus l'hiver que l'été, mais l'hiver, tous les chéneaux ils sont remplis par des cultures, quoi. Après, je veux bien vous reparler d'une petite association. Donc là, c'est pas le tunnel en question, mais donc là, voilà, c'est ce qu'on a en général. On a des bâches de 3 trous, tous les 25. Donc là, c'est logiquement, on aime bien associer. Donc là, là, c'est qu'un tunnel d'épinards parce que voilà, on est feuille. Des fois, c'est pas simple d'associer, mais on essaie un maximum, quoi. Sinon, on a une autre astuce d'association, c'est-à-dire que sur la rangée de milieu, tous les 50 cm, on plante une carde. Et en fait, tout l'hiver, on va effeuiller la carde. On effeuille la carde tout l'hiver jusqu'au printemps. Et après, sur les 2 rangées extérieures, on fait 3 rotations. En fait, la première rotation, c'est de la salade. Donc en ce moment, là, on va bientôt planter la salade, là. Donc on va mettre de la salade. La salade pousse, on la récolte. Ensuite, on va mettre, après ça sera, je sais pas, peut-être au mois de novembre, peut-être on va mettre un navet, du navet. Après on récolte le navet. Et après, la touche finale, c'est épinard. On mettra épinard. En fait, ce qui se passe, c'est que en fait, notre métier, ça devient, on récolte et on plante, quoi. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que justement, la salade en général en 15 jours elle est récoltée, et ce que je veux dire c'est que le dernier jour de la récolte, on récolte la salade le matin, l'après-midi on peut planter des navets, quoi. On n'a pas besoin de rebrasser tout, de tout changer, quoi, et en fait on enchaîne 3 cultures à la suite, quoi, sans bouger la bâche, Finalement, la gestion de la fertilité ça se fait une seule fois par année. Voilà, ouais.
Ouais, une fois, voire deux, hein. Là, cette année, on a commencé à remettre du compost et on a vu que le compost, en 6 mois, il s'est bien fait dégrader et on n'aurait pas pu replanter comme ça directement sans compost, quoi. Est-ce que tu pourrais donner un ordre de grandeur sur les quantités de compost d'ailleurs? Alors, donc nous, voilà, on est sur 2 hectares en surface à peu près et je pense qu'on va être sur du 200 tonnes. 200 tonnes cette année, 200 quoi. tonnes, après c'est pas tous les ans 200 tonnes. Non, c'est pas tous les ans, mais là, vu que ça faisait pas mal d'années où on avait minimisé le compost, là, on veut bien recharger. Sur du maraîchage bio classique, c'est en moyenne 50 tonnes par hectare par an. D'accord. Donc t'es pas loin de ça en fait, parce que ça fait bien 4 ans qu'il n'y a pas eu d'apport. Ouais. Par contre, c'est le seul apport, quoi. On met pas de fumier organique, pas de. Compost de déchets verts. Voilà, composté. Et puis voilà, nous on achète ça là chez dans une boîte. Et encore, enfin toi tu dis sur 2 hectares, mais en fait c'est moins parce que cultivé à proprement parler. Ouais, on est plus sur du 1,5 hectare, hein, je pense. Après, faudrait calculer le mètre linéaire de planche, mais. Alors, pourquoi est-ce que d'habitude on travaille le sol? Alors, parce que c'est magique quand tu travailles le sol. T'as une humidification qui arrive, les plantes poussent bien, c'est magique, quoi. En fait, t'as un dégagement t'as une humidification, un dégagement d'azote et la plante pousse bien, quoi. Sauf que le problème, c'est que sur les 100% d'humidification, la plante elle récupère 20% et il y a 80% qui sont perdus, quoi, qui sont lessivés, quoi. Les CO2 qui partent dans l'atmosphère. Et qui partent dans l'atmosphère et tout, quoi. Et en fait, c'est vrai qu'au début ça marche bien, hein, le travail du sol. Hein, mais après, au bout de 15 ans, c'est le constat, quoi. Le constat, nous, ce qu'on a vu, c'est que la terre fine, elle s'est lessivée, quoi. Donc l'été, c'est les poussières. Érosion l'été avec la poussière, la terre, et puis l'hiver dans les eaux de pluie, quoi. Et donc tout ça, toute la terre fine s'en va. Qu'est-ce qui reste? Les cailloux, quoi. Et donc, c'est ce qui s'est passé en 15 ans de travail du sol, nous. Et on s'est dit, mais. Les cailloux qui poussent, c'est bizarre. Et on s'est dit, s'il faut qu'on reparte avec les cailloux, plus la mousse, on en a pour des millions d'années, quoi. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou on continue? On arrête ou on change, quoi. Et en fait, voilà. C'est ça, puis un sol qui est de plus en plus pauvre, puisqu'après le stock de matière organique stable. Voilà. Fondu. On a vu des résultats là depuis 1950. On a perdu 3 fois le taux de la matière organique. On est passé de 5% à 2,5, 2, quoi, ou même moins, quoi, 1,50. Le tonnage de vers de terre à l'hectare, on est passé de 2 tonnes en 1950 à 200 kg aujourd'hui, quoi. Donc c'est une catastrophe. Moi j'ai tué des quantités de vers de terre, c'est affreux, quoi. Et je pense que le pire aussi, que tu sois en bio ou en conventionnel, c'est le sol. Qu'est-ce que c'est? Le sol, il est là pour capter le carbone, quoi. Donc quand tu le bouges, il libère du carbone, il libère du CO2. Et ce que j'ai vu les chiffres, c'est 1 tonne de CO2 qui sont libérés par hectare de terre travaillée. Donc c'est pas possible, quoi. À l'heure actuelle, c'est ça qui est l'ironie tragique derrière, c'est qu'en contraire, c'est le seul secteur qui peut avoir un bilan carbone positif, c'est-à-dire qu'il peut capter beaucoup plus de carbone qu'il n'en émet. Voilà. Pourtant, nous, on est en bio depuis 25 ans, quoi. Pourtant, il y avait quasi beaucoup moins d'activité biologique, un sol qui se tasse. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que le travail du sol, c'est quoi? On travaille le sol sur 15-20 cm, on retourne. En fait, on fait dans le fond une semelle de labour. Donc ça veut dire que c'est un mur. Donc les racines, elles ne peuvent pas passer. En général, qu'est-ce qui se passe? Dans cette partie-là, on met de l'engrais. Donc les racines, après on plante des légumes, les racines poussent, elles tombent sur la semelle de labour, sachant qu'elles ont à manger sur les 20-30 cm, elles vont se dire mais ça ne sert à rien que j'aille plus loin. Et donc elles restent là, et après voilà, et donc l'été arrive, il faut arroser, il faut... ça fait des plantes qui ont un petit système racinaire, qui donc sont très fragiles. Et nous, ce qu'on a voulu développer, c'est le système racinaire. C'est que là, justement, cette semelle de labour soit perforée par les racines, et que les racines elles aillent chercher à manger et à boire dans le fond, quoi. Parce que là, il y a plein de choses à manger dans le fond, quoi.
Ok, donc et question simple maintenant du coup dans un système où tu travailles plus le sol, tu as une couverture sur le sol. Voilà, donc voilà, comme dirait Konrad Schreiber, voilà, le sol c'est une boîte noire, il faut jamais qu'elle voit le soleil, et puis il faut toujours qu'elle soit soit avec un couvert végétal, soit avec un paillage, mais qu'elle soit pas à l'air nu, quoi, plein soleil, quoi. Ouais, parce qu'il y a la quantité d'effets bénéfiques derrière. Alors, pourquoi les bâches tissées? C'est par rapport à l'enherbement. On n'a pas. Alors c'est vrai qu'au début, on a commencé là, on voulait tout pailler, on voulait. Et en fait, déjà, il faut trouver la matière. C'est pas si simple. Ça fait de la quantité. Ça fait de la quantité. En plus, au niveau de la paille, il y a plein de céréales, quoi. Il y a plein de graines, de mauvaises herbes, céréales, donc plein d'enherbement, quoi. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est la toile tissée, on la met jamais sur la terre nue, quoi. Jamais, jamais, quoi. Il ne faut pas mettre une toile tissée sur la terre nue. Donc on va la mettre sur du végétal, sur du compost, mais il faut absolument qu'il y ait quelque chose à manger pour toute la vie. À manger, puis mettre sur la terre nue, c'est plutôt ce qu'on appelle la solarisation, c'est-à-dire pour justement faire cramer les végétaux. Voilà. Voilà, parce que on comprend bien, la bâche couvre tout le sol, elle est de couleur sombre, ça capte beaucoup de chaleur, et l'arrivée des rayons du soleil, ça chauffe beaucoup, et donc voilà. dessous. Et après, voilà, on a l'impression d'avoir passé un coup de Roundup, quoi. Quand on met de la bâche en silage, on l'enlève, et quand on met une autre bâche dessus, on a l'impression que... Et c'est le moyen le plus rapide qu'on a trouvé et le plus simple, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a devant les yeux? Donc là, on est dans le tunnel de patates douces. Donc ça fait à peu près 3-4 ans là qu'on a essayé ça. Là, c'est une copine là, qui nous a dit mais il faut essayer les patates douces, c'est délicieux. Et c'est vrai que nous, au début, ça n'a pas été simple parce que je pense que la terre était un peu compactée. Mais d'année en année, là, on s'aperçoit que la patate douce, elle se développe de mieux en mieux. Elle va de plus en plus profond et que les rendements sont intéressants, quoi. Là, on n'a pas récolté encore. On va calculer le rendement là d'ici un mois ou deux, mais là, je pense que cette année, ça va être une bonne. Tu conseillerais sur un début de culture pour décompacter le sol? Je pense qu'il y a plusieurs écoles. Généralement, les gens ils préconisent là, un coup de dent pour aérer, mais nous, voilà, on a travaillé le sol pendant 15 ans et moi, le jour où j'ai arrêté, j'ai dit je veux plus. Je veux plus. Si on a un peu passé la grelinette au début dans les tomates, quoi. Et puis un jour, on s'est dit, on a fait un essai avec, un effet sans, il n'y avait pas réellement de différence. Et donc on a dit, on arrête tout. Minimalisme. Voilà. Mais en fait, si le travail du sol, justement, avec les légumes racines, je pense que ça le fait, quoi. Donc il y a en légumes racines, il y a la patate douce, la carotte, le panais. Et je pense que c'est dans la rotation, ils sont importants. Ils ont leur importance. Et moi, peut-être que j'aime bien ça, les légumes racines. Mais dans nos terres, les légumes racines poussent bien, quoi. De mieux en mieux, en tout cas, quoi. On parlera de la carotte tout à l'heure, mais c'est intéressant, quoi. Alors voilà, là, on est dans le tunnel de tomates. C'est tomates de couleur, donc il y a de la noire de Crimée, de la rose de Berne, de la cornue des Andes. Donc là, là, on est au mois de septembre, là, ça commence à être en fin de végétation. Dans cette chapelle-là, en fait, il y a 2-3 ans, on a fait un engrais vert. Un bel engrais vert qu'on a couché, qu'on a occulté. Et cette année, je trouve vraiment que les tomates sont particulièrement belles, bien développées. Alors, est-ce que c'est la raison? Je ne sais pas. Mais on a refait l'expérience sur une autre zone là, avec de la courgette et on a eu un peu les mêmes observations, quoi. Franchement, le couvert végétal, je pense qu'il a un rôle très important à jouer dans la rotation des cultures, quoi. Alors, globalement, depuis que tu as fait cette transition vers l'approche MSV, est-ce que toi tu constates une évolution au niveau des pathologies? Alors, tout à fait. Là, cette année, là, ça fait à peu près 25 ans qu'on est installé là. C'est la première année que dans les tomates, il n'y a pas de pied noir, il n'y a pas de mildiou, quoi. Il y a quelques feuilles qui sont attaquées, mais vraiment, mais on n'a pas le pied noir, quoi. D'habitude, on a des zones avec des pieds noirs et là, non, pas de problème fongique,
Par contre, on a une petite punaise verte là qui nous embête depuis 2-3 ans là et j'ai l'impression qu'il pullule quand on est obligé de l'écraser parce qu'elle pique les tomates. Mais voilà, on n'est pas sujet. Je trouve qu'on est de moins en moins sujet à des problèmes sanitaires sur les cultures, quoi. Pour s'expliquer, il y a pas mal de facteurs qui pourraient expliquer ça. Moi, ma théorie, c'est par rapport aux mycorhizes. Bon, c'est vrai que j'y crois beaucoup, mycorhizes, là, les champignons racinaires là, qui sont en symbiose avec les plantes et les champignons, et qu'il y en a un qui prend de la nourriture et puis en contrepartie qui leur donne à manger, à boire et les protège. Moi, j'y crois beaucoup à ça et j'ai l'impression que ça se concrétise, quoi. Enfin que. Bon, après, il y a un autre facteur, c'est le fait qu'il y ait une bonne nutrition pour les plantes, ça leur permet, c'est comme pour nous, ouais. Système voilà, ouais. Et puis après, il y a une notion un peu plus pointue que tu en évoquais tout à l'heure, c'est la notion de potentiel redox. Voilà, ouais. Et je pense que oui, il doit y avoir des liens par rapport à ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire que le travail du sol, comme tu évoquais, c'est quelque chose qui oxyde beaucoup le sol, à contrario, si on gère bien dans nos sols vivants, on a un sol réduit. Ce qu'on observe. Et beaucoup de lessivage aussi, quoi. Lessivage d'oligo-éléments, de plein de nutriments, quoi. Et alors que sur des sols réduits, effectivement, il y a des phénomènes physico-chimiques qui font que on a moins des problématiques de déséquilibre. Voilà, quoi. Et en fait, nous, ce qu'on fait là aussi, c'est que donc tout le végétal reste dans le tunnel. Donc toute cette masse-là, elle va se retrouver dans les passe-pieds. Elle va fondre, elle va pailler les passe-pieds. Après, on va remettre du compost au milieu, on va replanter, quoi. Et en fait, ce qui se passe, bon, ça, j'ai vu ça avec sur plein de petits films, que, en fait, plus il y a de champignons, plus il y a. Donc la nature, elle n'aime pas le vide. Plus il y a de champignons, plus il va y avoir des champignons qui vont manger d'autres champignons. Et en fait, il y a un équilibre qui se fait, quoi. Et en fait, moi, je me dis, voilà, ce qu'il faut, il faut qu'il y ait à manger, quoi. Et s'il y a à manger, il y a des prédateurs, il y a des gens il y a des insectes de la vie qui va manger. Des auxiliaires de culture, mais à toutes les échelles. Voilà. Carapace jusqu'aux champignons symbiotiques. Nous, ce qu'on a trouvé le système très simple là, pour lutter contre le puceron, c'est les fleurs, quoi. On met des fleurs. La fleur, elle va nourrir l'auxiliaire par le nectar. Et une fois que l'auxiliaire s'est nourri par le nectar, il va pondre dans le puceron, quoi. Donc voilà, nous, le puceron, voilà, il est autogéré, quoi, par les fleurs, quoi. C'est pas de problème aujourd'hui de puceron? Très peu. Non. Enfin, je dis très peu, non. Si, un petit peu, c'est pas vrai, au printemps, là, on a une des belles attaques. Bon, il n'y avait pas non plus d'autodéfense là par rapport à les auxiliaires. C'était en début de printemps. On a perdu un peu une série de courgettes, une série de concombres. C'est pas très grave. Mais sur les tomates, il n'y a pas eu de pucerons. Les poivrons, d'habitude, on a toujours des pucerons. Là, cette année, c'est la première année qu'on n'en a pas, quoi. Et non, la gestion du parasite, elle est, on n'en parle plus, quoi, maintenant. Alors qu'avant, quand on travaillait le sol, souvent on discutait, on dit ouais, il y a des attaques de ci, attaques de ça. On parlait beaucoup des problèmes, quoi. Maintenant, quand on travaille plus le sol, il y a moins de problèmes, je trouve. Enfin, la discussion est différente, quoi. On n'est pas. On regarde plus les choses sous le même angle. Donc, c'est comme d'ailleurs tu avais pour les petits pois, les haricots plutôt, et donc tu as une armature métallique sur laquelle tu as des bambous. Voilà. Et en fait, tu fais passer après toutes tes. Donc là, ouais, on a des bambous qui font 4-5 mètres là, et puis on a des armatures et après on fait passer des bambous en hauteur. Donc après, on peut accrocher des tomates, des concombres. Après, pour les haricots grimpants, on met du grillage vert. Et puis on l'attache sur le bambou, quoi. Au départ, on a démarré par tendre des ficelles, et puis accrocher les tomates, les légumes sur les ficelles. Et en fait, on s'est aperçu que c'était pas possible, quoi. Parce que plus ça allait, plus il y avait du kilo. Et au final, les ficelles, elle lâchait pas, mais j'avais peur qu'elle lâche, quoi. Ou si on va tailler les concombres, on pourrait, quand on taille les tomates, on peut couper la ficelle. Et là, tu as 30 mètres qui descendent, quoi. Tu as toutes tes tomates par terre. Et donc, on s'est dit, mais c'était. Et donc, en fait, avec le bambou, c'est pratique, quoi. Mais on peut mettre des bouts de bois, des branches. On met du bambou parce que c'est léger. Tu fais une taille
sur le départ. Donc là, c'est des plants qu'on a achetés, là, des plants greffés 2 têtes. Et en fait, donc on les fait monter sur 2 têtes le long du bambou. Et après, une fois qu'il arrive au bambou, on le fait passer de l'autre côté et il retombe derrière, quoi. Et puis voilà, quoi. J'appelle ça le saut en hauteur de la tomate, quoi. Enfin, on fait tout comme ça. Et en fait, le bambou, ce qu'il faut, c'est qu'il soit pas trop haut. Ça sert à rien de récolter trop haut, ça fait mal au dos, au bras. Donc voilà, on fait hauteur d'homme, quoi, enfin hauteur de personne, quoi, et voilà, quoi. Je dis souvent que la permaculture, c'est de la fainéantise intelligente. Hein. Bah voilà, c'est vrai ça, parce que avant justement, quand on travaillait le sol, bah, je veux pas vous, mais on était toujours à la bourre de 15 jours, 3 semaines, quoi. Donc fallait y aller. En fait, ce qui se passait quand on travaillait le sol, fallait plusieurs chapelles en même temps, quoi, pour rentabiliser le travail, entre guillemets, bien sûr, parce que faut changer d'outils, machin. Donc on voulait plein de surface. Ça veut dire que on a plein. Donc on travaillait, mettons, 5-6 chapelles en même temps, quoi. Ensuite, il fallait planter 5-6 chapelles en même temps. Après, il fallait désherber 5-6 chapelles en même temps. Après, il fallait récolter 5-6 chapelles en même temps, quoi. Tandis que là, maintenant, tout s'harmonise, quoi. Et c'était l'époque où j'avais des tendinites, j'avais mal partout, j'avais mal au dos, c'était une catastrophe. Et là, aujourd'hui, c'est complètement différent, quoi. Et c'est-à-dire que le travail est beaucoup plus harmonisé, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a plus des gros à-coups de travail, quoi. C'est-à-dire que la plantation et la récolte se fait au fur et à mesure, quoi. Il y a moins d'à-coups de travail, quoi. Je vois. T'es pas obligé de faire des économies, de la grosse surface pour avoir des économies d'échelle qui permettent de rentabiliser le matériel. Voilà. Parce que là, t'as plus du coup énormément de diminution des coûts sur le carburant, la mécanique. Énormément. Et au jour d'aujourd'hui, finalement, tes charges opérationnelles, c'est des plants, des graines, des bâches, compost. Du compost. Et puis voilà, tout ce qui est au niveau mécanisation, engrais et tout, ça diminue de... Ouais, c'est ce que je dis tout le temps, l'argent qu'on ne dépense pas, on n'a pas besoin de le gagner, quoi. Donc voilà, on essaye de raisonner les investissements, quoi. Alors qu'avant, quand on était en travail du sol, là, ça diminue les investissements, ça simplifie la gestion technique complètement. Et financière. Complètement. Ouais. Okay. Je vais vous parler un peu aussi des tomates, donc toutes les solanacées, tomates, poivrons, aubergines. En fait, quand on a démarré, là, il y a le nom de travail du sol, on a intensifié les cultures et on voulait mettre des cultures au printemps autour des solanacées, quoi, des tomates, poivrons, aubergines. Et donc, on a fait un essai, on a fait un patchwork. Il y avait des choux de Chine, il y avait des épinards, c'était au printemps, ça, choux de Chine, épinards et de la salade, quoi. Donc, on a fait ça au niveau des aubergines. Et en fait, là où il y avait des salades, les aubergines étaient belles, bien vertes et tout. Et dès qu'on arrivait soit sur de l'épinard et des crucifères, les aubergines ne poussaient pas, elles étaient jaunes et on sentait qu'il y avait un problème, quoi. Et c'était flagrant, quoi. C'était flagrant, quoi. Et en fait, après, j'ai lu qu'en fait, tout ce qui était Chenopodiacées et crucifères était inhibiteur de mycorhizes, quoi. Bon, je mets ça sur ce compte-là, mais on évite de mettre justement avec les solanacées, les cucurbitacées, tout ce qui est Chenopodiacées et crucifères, quoi. Et donc, ce qu'on fait au printemps, dans nos tomates, aubergines, poivrons, on met des salades autour. Donc voilà, au printemps, on sait que nos salades sont autour des solanacées, donc on n'a pas besoin de questions à se poser. Et sachant que justement toutes ces solanacées qui sont plantées au printemps, on les protège contre le froid, on veut qu'elles soient bien au chaud pour qu'elles poussent bien, quoi. Et donc on protège aussi les salades, quoi. Et c'est pour ça qu'au printemps, on a des belles salades plantées en un rang, elles respirent bien et voilà, quoi. Donc ça c'est une deuxième rotation qui est chez nous qui est importante, quoi. Vraiment la salade, on essaie de l'implanter un peu partout, quoi. On a fait aussi des essais quand même avec salade crucifère dans des choux. C'est-à-dire que la première année, on a planté choux et salade en même temps. On n'a jamais retrouvé les salades. Les choux ont pris le dessus et les salades ont été étouffées. Maintenant, ce qu'on fait, et en fait, les choux, on les plante tous les 50 cm. Donc maintenant, ce qu'on fait, les salades, un mois avant de planter les choux, on met des salades tous les 50 cm.
Et ensuite, un mois après, on plante les choux. Et là, ça fonctionne. C'est-à-dire que les salades ont le temps de se développer, on récolte les salades et après les choux viennent, continuent. On peut faire ça avec les choux. Avec les choux aussi, on fait la même chose qu'avec les salades avec des navets. C'est-à-dire que, mais là, on peut les planter en même temps. On fait chou-navet, c'est-à-dire que tous les 50, on met un chou et tous les autres 50, on met un navet. Et donc pareil, les navets arrivent plus vite que le chou. Donc à un moment donné, on récolte les navets et après les choux continuent leur croissance, quoi. Et donc ça, c'est des petites astuces qui permettent d'augmenter les rendements sur... et puis voilà, l'occupation de la place, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on essaie quand même de mettre les crucifères et les Chenopodiaceae ensemble, quoi. Donc là, on est dans le tunnel d'aubergine. Alors c'est vrai que depuis qu'on travaille plus le sol, bon là, c'est vrai qu'on est en fin de culture, elles sont en déclin, mais depuis 4-5 ans, c'est vrai que nous, on a des aubergines qui sont vraiment impressionnantes, quoi, et qui fournissent tout l'été de manière impressionnante, quoi. Et je pense que c'est vraiment des légumes qui aiment bien le non-travail du sol, quoi, qui aiment bien les sols compactés parce que c'est impressionnant. Là, au niveau de la rotation, ce qu'on a fait au printemps, on a donc là c'est de la bâche toujours pareil, 3 rangées tous les 25. Et on a planté des oignons rouges. Un mois avant de planter les aubergines, on a planté des oignons rouges. Et puis au milieu, tous les mètres, on a loupé un trou là, on n'a pas planté d'oignons. Et ensuite, un mois après, on a planté les aubergines dans les oignons. Donc les oignons et les aubergines ont poussé. Ça change justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, les solanacées, on les protège au printemps. Donc tout était protégé, les oignons et les aubergines. Et en fait, on a eu des rendements d'oignons vraiment incroyables, hein, parce que enfin, l'association des deux, oignons-aubergines, fonctionne très bien chez nous, quoi. Donc là, on est dans le tunnel de poivrons. Alors cette année, c'est la première fois qu'on essaie justement de les palisser avec des ficelles. On a cherché plein de choses, plein de techniques avec du grillage et tout. Et en fait, je trouve que la ficelle, c'est pas mal. Je pense qu'on a mis trop de ficelles par pied. Je pense qu'il faudra en mettre un peu moins. On a dû en mettre 3 ou 4. Je pense que 2, ça suffit, quoi. En association, au printemps, on voulait faire un essai de mettre du céleri. Donc là, on a mis du céleri. C'est du céleri précoce. Tous les 50 cm. Et au printemps, avant, il y a eu une salade au milieu, entre les céleris. Donc quand on a planté, on a mis céleri salade. Après, on a récolté la salade et le céleri a poussé. Et là, en ce moment, on est encore en train de récolter le céleri. Parce que je trouve que le poivron, il a tendance à... Enfin, c'est vide un peu au pied et une autre plante peut s'implanter facilement autour. Donc là, on est sur... c'est des restes de fans de carottes. En fait, quand on a démarré, là, en 2013, là, le non-travail du sol, tout le monde me disait, mais les carottes, comment tu vas faire les carottes? Tu ne pourras pas faire de carottes sans travail du sol, quoi. Et c'est vrai que ça a été dur au début. Elles ont eu du mal à rentrer dans le sol, les 5 premières années, là. Mais là, cette année, on a eu vraiment une récolte impressionnante. En fait, là, c'est des planches qui font 30 mètres, 1 mètre de large. Il y avait 4 planches et on a récolté 1,5 tonne de carottes en 2 jours. En plus, ça a été très rapide. Et donc, on a fait le calcul de rendement à l'hectare et on est tombé sur 125 tonnes hectare, quoi. Sachant que la moyenne entre bio et conventionnel, elle est de entre 40 et 60 tonnes hectare. Donc voilà, moi je suis très satisfait et je suis confiant sur l'avenir, quoi. Donc voilà, les carottes, c'est des bonnes charrues à sol aussi et je pense que l'avenir est prometteur. Qu'est-ce que tu donnerais comme source d'inspiration, ressources pour des gens qui veulent se former de façon générale? Regardez beaucoup sur internet, quoi, hein, parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes, quoi. Que le jardin, c'est à l'image du jardinier, quoi. Il n'y a pas un jardin pareil, je pense que on est tous différents. C'est ça qui fait la richesse aussi
notre métier, quoi. Et donc vraiment, le jardin, il est à l'image du jardinier, quoi. Mais moi, je suis issu du monde conventionnel. Après, à 25 ans, j'étais dans le bio. Donc les conventionnels m'ont dit, j'ai dit, je vais en maraîchage bio. On m'a dit, il n'y a pas de saut métier. J'ai dit, bon, d'accord, c'est pas toi qui vas m'aider, ok. Et puis c'est vrai que je me retrouvais bien dans la bio, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Mais je trouve que, en fait, c'est fermé, c'est cloisonné, quoi. En fait, il y a les bio et les conventionnels, quoi. Alors qu'ils font exactement le même métier, sauf que le bio, la touche finale, il ne met pas de fongique et de Roundup. Bon, je suis pro bio, quoi. Je vois pas, je pourrais pas mettre de produits, quoi. Mais par contre, chacun a des techniques qui pourraient faire avancer les autres, quoi. Et là, au niveau du non-travail du sol, il y a Base qui regroupe plein d'agriculteurs, des bio et des non-bio, et sans travail du sol. Et moi, j'ai été les rencontrer, c'était sur des grandes cultures, et ça m'a ouvert des portes, quoi. Ça m'a appris beaucoup de choses, quoi, sur des techniques, sur des choses. Enfin, ça m'a fait avancer, et c'était des conventionnels. Et je suis en bio, c'est pas parce que... Voilà, il y avait des bio aussi, hein, mais je pense que c'est trop sectarisé, quoi. Et le problème aujourd'hui de la permaculture, c'est qu'il ne faut pas en parler, quoi. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué d'en parler dans le milieu agricole. Parce que c'est une révolution agricole, hein. Ne plus travailler le sol, ça change tout, quoi. Aujourd'hui, clairement, c'est pas crédible. Non. Pour les agriculteurs, même dans le secteur de la bio, l'agriculture égale pas crédible. Ouais. C'est compliqué d'avoir quand on part sur ces bases-là. Mais c'est compliqué d'avoir des discussions. Ouais. Mais il y a 20 ans, la bio n'était pas crédible, hein. Oui. Moi, quand je suis arrivé, les bio, c'était pas bien d'être en bio, hein. Là, aujourd'hui, le bio est plus accepté. Quoique, encore, ça dépend dans quel contact. Mais là, la permaculture, moi, j'ai l'impression que la permaculture, c'est ce que les bio ont vécu il y a 20 ans. Donc voilà. Donc moi j'ai déjà vécu ça il y a 20 ans dans la bio, en permaculture, je suis pas une fois près. Et nous on a beaucoup de visites, hein. Depuis 2013, on a toujours eu des stagiaires, voire 2 stagiaires en même temps. Avant c'était jamais arrivé, quoi. Et donc là il y a plein de gens, des stagiaires, des gens de passage qui veulent la voir et qui veulent apprendre. Ouais, la chambre d'agriculture, il peut y avoir du GAB, très peu le GAB, mais en fait ce qu'on s'aperçoit c'est que, pourtant il y a eu du monde à passer chez nous, quoi, mais la grande majorité, pendant une période, à 80%, c'était des informaticiens qui veulent changer d'horizon, quoi. Ils en ont marre de leur écran et de leur clavier, mais il n'y a pas d'agriculteurs, quoi. Et je me dis, c'est pas grave, quoi. Bon, merci, ça fait déjà pas mal de choses dans ce reportage. Il y aurait encore énormément plein de choses à redire. Qui sait, peut-être faire un deuxième épisode. On verra, ouais, s'il y a besoin. Premier temps. Super, déjà beaucoup de contenu. Merci beaucoup. Si vous êtes intéressé par le domaine agricole, je vous propose la formation Créer sa ferme en permaculture en version présentielle et en version numérique sur mon site atelierfertile.com. Vous trouverez le lien et le descriptif en dessous de cette vidéo. Merci à vous pour votre visionnage et à bientôt.